Donc maintenant, nous sommes ravis d'accueillir nos 4 expertes autour de la table ronde pour oser effectivement une consommation plus responsable. Et les animatrices, Anne et Béatrice également. Alors merci, on va passer donc à ce temps d'échange de cette table ronde. Et d'abord, nous commençons à remercier chaleureusement chacune des participantes qui ont accepté bien volontiers de venir donner leur point de vue sur cette question qui n'est pas si facile. Et on va le voir à travers les différents éléments. Alors tout d'abord, on va donner la parole à chacune d'entre elles pour se présenter, pour dire quelques mots. Donc tout d'abord, Marie-Ève Laporte, qui est donc professeure à l'Université de Paris-Saclay. Peut-être quelques mots sur les activités de recherche et sur les thématiques. Merci. Oui, bonjour, peut-être aussi pour dire que j'ai été dans un temps antérieur aussi dans l'industrie agroalimentaire, donc j'ai un peu les 2 casquettes, même si ça commence à dater. Et donc là, je suis chercheuse spécialisée dans le management de la santé. Voilà. Pardon, je peux dire un peu plus? Ah, je crois que ça vite. Ok. Oui, donc en fait, ça comprend les parties alimentation et notamment, en fait, plus dans une optique de santé publique, comment en fait on peut mettre en place des leviers pour améliorer les comportements alimentaires des gens, mais vu en tant que santé globale, donc la santé humaine, animale et environnementale, qu'on considère vraiment ensemble. Il y a un deuxième gros axe qui est sur santé et innovation, et en particulier à l'hôpital. Et donc, je travaille sur ce que ça signifie de mettre le patient au centre, donc ce qu'on appelle l'orientation patient, et donc de l'irruption du marketing dans des mondes non marchands, et où là, finalement, le marketing peut contribuer à de meilleures pratiques, alors qu'on a tendance à penser que le marketing, justement, pousse à la surconsommation, etc. Donc, enfin, je trouve ça intéressant de travailler sur d'autres environnements où on n'est pas dans une dynamique de marché au départ, et pourtant on peut retrouver des choses très intéressantes venant du marketing. Voilà. Et j'ai travaillé aussi un petit peu sur la transformation digitale du marketing, notamment en termes de pratiques et pratiques responsables du marketing. Voilà. Donc merci Marie-Ève. Alors maintenant Mélissande Lisée. Donc c'est une ancienne étudiante de Montpellier Management qui est donc à la tête de Ma Saison. Quelle est cette entreprise? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors du coup, le concept de Ma Saison, c'est une marque de cosmétiques bio, française, naturelle et de saison, puisque notre peau change en fonction des saisons, mais les récoltes des matières premières aussi. Du coup, on est la première marque de cosmétiques à lier les deux. Parce que c'est vrai qu'on pense souvent à la saisonnalité pour notre alimentation, mais pas forcément pour ce qu'on met sur notre peau. Donc voilà, j'ai été étudiante, j'ai créé ce projet pendant que j'étais étudiante, et aujourd'hui, ça fait 3 ans que Ma Saison existe. Alors Agnès Lecomte, qui est donc professeure à l'Université de Bretagne Sud à Vannes. Voilà, peut-être quelques mots sur les thématiques de recherche, sur les sujets de recherche que tu abordes, et peut-être le laboratoire, j'ai oublié de... Merci Béatrice. Est-ce que ça fonctionne? Déjà, merci pour l'invitation à cette table ronde. Ça fait plaisir d'être là. Et puis, bravo pour tous ces résultats que vous avez présentés. Donc oui, je suis enseignant-chercheur à l'Université Bretagne Sud, donc à Vannes. Je viens de Bretagne. Et donc, je travaille sur la consommation responsable depuis longtemps. J'ai un peu l'impression d'être un dinosaure parce que j'ai fait ma thèse entre 2001 et 2005 sur ce sujet-là. Et j'ai jamais arrêté de travailler dessus. Donc, au gré des années, j'ai varié un petit peu les secteurs d'application, l'électricité, le tourisme, l'alimentation. Voilà, j'ai travaillé sur le greenwashing. Enfin, bon, je travaille sur différents sous-sujets de la consommation responsable et toujours la même passion pour le sujet. Super, merci beaucoup. Et puis donc on accueille aussi Cécile Bodiguel, qui est donc une ancienne étudiante d'Oniris. J'allais dire déjà étudiante impliquée dans l'éco-innovation, puisque elle avait participé au concours d'innovation alimentaire qui s'appelle Éco-Torofélia, et avec donc une équipe avait remporté son équipe 2 prix.
avec une proposition sur des légumineuses fermentées, les Viosa. Donc ça, c'était, j'allais dire, il y a quelques années. Et puis maintenant, chef de projet R&D chez Maison Collée, qui est donc une entreprise familiale en Auvergne-Rhône-Alpes, reconnue pour son savoir-faire laitier et végétal depuis 50 ans. Donc déjà, peut-être les 2 mots sont un peu intéressants. Et en préparant, donc on a vu la raison d'être, puisque c'est vraiment l'idée. Cette phrase était intéressante, donc je la livre au public. Nous réunissons, donc c'est ce que dit la Maison Collée, hein, nous réunissons les hommes autour du plaisir, de l'authenticité et du bien-être alimentaire. Pour ce faire, nous fabriquons des produits gourmands et équilibrés, issus de notre terroir et respectant nos valeurs terriennes et notre bon sens paysan. Du coup, qu'est-ce que ça donne au quotidien ? C'est ça, tout est dit. L'objectif, c'est de faire des bons produits. Derrière bon, il y a plein de bonnes choses à y mettre. Bons qui ont du sens, bons, avant tout bons à consommer. Et bons pour la planète, c'est encore mieux. Au quotidien, nous on a 3 usines. On a une nouvelle usine qui est dédiée au végétal, donc vraiment tournée vers l'avenir, dimensionnée aussi pour l'avenir et très moderne. Et ensuite on a 2 plus anciennes laiteries, donc là avec lait de vache, collecté au plus proche des laiteries, par exemple la laiterie en Haute-Savoie, qui est le lieu où je travaille. On collecte le lait chez 9 agriculteurs pour la marque Baïko, et tout est à moins de 50 km de la laiterie, donc ce qui nous assure d'être la proximité, le local. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc merci beaucoup de votre présence. Là, vous avez vu, on a essayé de faire un panel avec des enseignants-chercheurs et puis des professionnels. On est un petit peu féminine là dans cette, dans cette session, mais bon, ça c'est un peu les circonstances qui ont fait cette situation. Alors, on a eu déjà une question dans la salle qui portait sur la consommation responsable et sur ce que voulait dire le terme consommation responsable. Jean-Marc a un petit peu répondu, puis ensuite il a renvoyé à nos spécialistes et puis aussi à nos professionnels. Donc, comment concevez-vous ce terme? Est-ce que ce terme est bien choisi, de responsabilité? Est-ce que vous diriez consommation durable, consommation responsable, consommation éthique? Vous allez peut-être proposer, Marie-Ève, un autre terme. Hein. Comment vivez-vous ce nom-là? Est-ce qu'il est bien choisi, ce terme de consommation responsable? Et je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer pour répondre à cette question. Je peux donner mon avis. La consommation responsable, ça veut dire énormément de choses. Je pense que quand on lit, on a tous notre imagination derrière ce mot. Selon moi, c'est encore vu comme presque une contrainte. Et j'aimerais bien que ça devienne une opportunité de faire autre chose. Voilà, c'est un peu ma façon de voir les choses. Responsable, on est tous responsables de nos actes. Enfin, on comprend ça dans la vie de tous les jours. Et quand on consomme, pour moi, c'est pareil. On doit être responsable et donc conscient, informé, comprendre ce que ça veut dire quand on consomme ce produit au lieu d'un autre. Voilà, qu'on comprenne et qu'on le fasse en conscience. Donc en fait, je pense qu'il y a un peu le côté conscient aussi dans la responsabilité, parce que si on comprend pas ce qu'on fait, on ne peut pas être responsable de ce qu'on fait vraiment. C'est mon avis. Ok, moi je veux bien donner une vision peut-être un peu plus universitaire du sujet, moins pratico-pratique, mais pour répondre à la question de tout à l'heure, le mot responsable et durable, pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas forcément lieu d'y voir beaucoup de différences. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai tendance à assimiler ce vocabulaire. Donc la consommation responsable, en fait, c'est le fait pour un consommateur de prendre en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans sa consommation. Donc ça, c'est la définition que l'on retrouve dans beaucoup de recherches, assez classiques. On peut distinguer 2 grandes facettes dans la consommation responsable. Le consommer mieux, le consommer moins. Ça se trouvait aussi un petit peu dans vos résultats. Le consommer mieux, c'est le fait de choisir des produits ou des services ayant un meilleur impact sur l'environnement ou sur la société. Donc je vais consommer bio, je vais consommer local, je vais consommer des produits dont je sais qu'ils sont bons pour la planète. Je vais consommer des légumineuses, par exemple, etc., etc. Ça peut aussi être dans le consommer mieux, consommer selon l'origine des produits, parce que je sais que ça a un impact positif pour l'économie de mon territoire. Et puis dans le consommer moins, c'est une dimension qui prend de plus en plus de place avec le temps, dont on parle de plus en plus. Le consommer moins, ça va être tous les comportements de réduction de sa consommation, ce qu'on appelle la sobriété.
les comportements d'achat de seconde main, et puis tous les comportements de partage, c'est-à-dire au lieu d'acheter une voiture, je vais louer la voiture quand j'en ai besoin, au lieu d'acheter un outil de bricolage, je vais le louer ou l'emprunter à mon entourage. Donc voilà, 2 grandes facettes à mon sens, le consommer mieux, le consommer moins. Et juste pour terminer et pas m'éterniser, mais je voulais quand même juste dire que c'était un sujet de recherche difficile, donc l'équipe ici a beaucoup de mérite de s'attaquer à ce sujet-là. Quelques raisons pour lesquelles ce sujet est compliqué à étudier. Déjà, c'est qu'il y a un gros écart entre ce que les gens énoncent dans les enquêtes et ce qu'ils font dans le quotidien. Donc on a souvent des chiffres intéressants et parfois un peu enthousiasmants, mais on sait bien que ça ne représente pas toujours très bien les gestes du quotidien. La deuxième raison qui fait que c'est un sujet compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité, à mon sens. On peut être très vertueux dans sa façon de s'alimenter, beaucoup moins dans les transports et vice-versa. Très vertueux dans son logement, pas tellement voilà, dans ce qu'on met dans son assiette. Enfin, donc on a, selon les catégories de produits, une sensibilité qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas. Donc en fait, il n'y a pas un consommateur responsable, mais il y en a plusieurs. Et on a tous un petit bout de responsabilité en nous, quelque part, souvent. Troisième raison qui fait que c'est compliqué, c'est que les consommateurs qui se déclarent responsables sont souvent ceux qui ont un gros impact en termes de mode de vie, c'est-à-dire qu'on sait que plus on est riche, par exemple, et plus on a un impact carbone élevé. Et peut-être que ce seront les mêmes qui, dans les enquêtes, vont se déclarer comme très sensibilisés. Donc on a une espèce de paradoxe entre ce qu'on déclare comme sensibilité, mais en réalité son mode de vie qui n'est pas forcément cohérent avec sa sensibilité. Et puis la dernière raison qui fait que ce concept est assez difficile à capter, c'est qu'il y a des comportements qui évoluent dans le temps. Il y a quelques années, moi, quand je m'intéressais à ce sujet-là, on parlait beaucoup de la défense du petit commerce. On parlait du commerce équitable, on parlait du boycott. Aujourd'hui, on parle un peu moins de ces sujets-là, on parle un peu plus de seconde main, un peu plus de sobriété, un peu plus de réduction de viande rouge, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Donc on voit bien que c'est un sujet qui bouge quand même année après année. Et il faut savoir tenir compte de ces enjeux en fait, qui évoluent un petit peu avec le temps. Alors je pense que beaucoup de choses ont été dites, même tout a été dit. C'est vrai que du coup j'ai fait un master transition écologique et économie circulaire. Donc je pense que les mots éco-responsable, durable ont chacun leur définition et sont très importantes. Après, je pense que si j'avais pas fait ce master, je me perdrais rapidement dans ces mots. Et alors il y a une science qui existe, c'est l'agnotologie, c'est la science de créer un peu de la confusion. Et j'ai peur que l'éco-anxiété, etc. viennent de ça aussi. En fait, il y a beaucoup de mots qui existent, on ne sait pas par où commencer. On parle de viande rouge, on parle de zéro déchet, on parle de... Voilà, donc pour moi, une consommation responsable, c'est répondre à son besoin actuel en pensant aux générations futures, à l'impact que ça aura sur les générations futures. Donc après, on a chacun nos valeurs, chacun certaines choses qui vont nous tenir à cœur ou pas. Et je pense qu'on peut, grâce au label, grâce aux différentes pratiques, quand même vivre et consommer comme on veut et comme on a la liberté de choisir ce qu'on veut. Du coup, c'est la réflexion. En fait, c'est une consommation plutôt réfléchie, du coup. Voilà, plutôt exactement. Que responsable. Oui, une consommation qui nous corresponde et qui aille avec nos valeurs surtout. Puisque je pense qu'on est tous sensibilisés par des sujets différents, on a des vécus différents, etc. Donc oui, c'est vraiment se concentrer sur nous, ce qui nous tient à cœur. Et voilà, après, c'est vrai que c'est toujours bien de se renseigner, d'aller plus loin, de même partager autour des tables rondes. On peut voir que chacun a son point de vue et sa définition différente, alors que c'est supposé être un même mot et une même définition. Donc voilà, c'est vrai que chacun peut y mettre sa propre touche et sa définition qui lui tient à cœur. Merci. Marie-Ève ? Oui, j'aime bien ton terme consommation réfléchie. En fait, consommation responsable, c'est le mot classique, donc c'est logique de l'utiliser, mais c'est un mot qui, moi, personnellement, me dérange. Et même par rapport à consommation durable, je trouve qu'il y a une différence dans le sens où
Enfin, consommation responsable, c'est un peu, on met de la responsabilité sur le consommateur. Et donc, c'est lui qui doit être responsable quelque part, je trouve. Hein. Ça peut être compris comme ça. Alors que durable, c'est ce qu'il va consommer qui doit être durable. Enfin, donc déjà, je trouve que là, il y a un changement de perspective. Et avec la responsabilité vient vite aussi la culpabilisation. Et la culpabilité, enfin, sentiment de culpabilité aussi. Donc, moi, je préférerais des mots un peu plus légers, parce que là, je trouve que justement, il y a beaucoup de... C'est pesant, il y a une gravité qui peut jouer aussi sur... on en avait parlé un petit peu de ce qu'on appelle la fatigue de certaines personnes par rapport à ça, qu'on a marre qu'on leur dise faites ci, faites ça. Moi, je travaille beaucoup sur la santé et par exemple sur les perspectives les campagnes anti-tabac, anti-alcool, etc. Il y a des effets boomerang contre-productifs qui sont très analysés côté santé publique, j'aurais peur qu'on les retrouve côté consommation avec l'utilisation de ce genre de termes et le côté un peu culpabilisant. Et donc, j'aurais préféré des mots peut-être, j'aime bien le tien, ou consommation éclairée, ou clairvoyante, je ne sais pas, mais une connotation positive, plutôt que pomme, c'est pas bien ce que vous faites, voilà la norme, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. C'est vrai, peut-être juste pour faire conversation et pour une conversation, un dialogue, hein. C'est vrai, moi je pense que c'est vrai, hein, je comprends bien la dimension culpabilisante du terme responsabilité, et c'est un peu lourd, et d'ailleurs on en souffre un peu. Hein. Et en même temps, je trouve que quand même, c'est vrai que responsable, ça nous renvoie malgré tout, parce que durable, ce n'est pas nous qui devons y répondre, mais c'est une question qu'on peut se poser. Sommes-nous nous-mêmes responsables ? Dans quelle mesure sommes-nous responsables et qu'est-ce que ça veut dire ? Et quand on regarde un peu les philosophes sur cette question, il y a une approche traditionnelle de la responsabilité qui est de dire je suis responsable si je suis majeur, autonome et redevable, et on peut m'imputer les conséquences de mes actes. Donc je suis responsable d'un accident, etc. Eh bien, j'en suis responsable, redevable, j'ai commis quelque chose qui n'allait pas, je dois en rendre compte. Ça, c'est l'approche traditionnelle de la responsabilité. Mais maintenant, on a de nouveaux chercheurs qui amènent une autre approche de la responsabilité, qui est plutôt être responsable, c'est pas tellement seulement être responsable de soi-même, c'est être responsable pour les autres. Être responsable, quand on écoute Lévinas ou alors Yann Jonas, hein, c'est pour l'avenir. Est-ce que je m'intéresse, est-ce que je m'interroge sur ce qui va se passer au-delà de moi-même et de ce que j'aurais pu faire à titre personnel ? Et Lévinas dit, écoutez, quand on croise le regard de quelqu'un d'autre, eh bien, on doit l'assumer. Et son regard, en fait, me met en responsabilité. C'est pour ça qu'il est si difficile de rencontrer quelqu'un qui quémande, qui mendie, etc. Et on a du mal à le regarder. Pourquoi ? Mais parce que le regarder, c'est assumer ce regard. Et du coup, son regard me renvoie une forme de responsabilité. Quelle est-elle ? Eh bien, elle est le fait que je sois dans une position où il m'est possible d'agir un peu, d'une certaine façon, pour les autres. Et donc, je trouve qu'on retrouve les questions du baromètre, hein, pour soi ou pour les autres, dans cette question de responsabilité philosophique, hein, soit responsabilité de mes actes moi-même en autonomie de décision, et donc on peut m'imputer les fautes que j'ai commises, ou alors un sens plus large de responsabilité. Et nous, enseignants, chercheurs, on en parlera ensuite, nous l'éprouvons un peu ce sentiment de responsabilité, c'est-à-dire au-delà de ce que nous faisons, nous, pour les autres, pour les jeunes, pour les former, pour les sensibiliser, pour l'avenir, pour les autres au-delà de nous. Et quand même, on est bien sur ces questions quand on envisage ces principes de l'avenir, de l'environnement, etc. Donc la responsabilité culpabilisante, mais en même temps, ces deux notions de responsabilité peuvent peut-être nous amener à réfléchir à ces questions. Pardon. Oui, je voulais juste, ça me fait rebondir sur une idée, c'est que moi j'ai pas mal travaillé sur les aspects de l'alimentation, sur sa santé à soi. Et en fait, il y a un gros clivage entre, par exemple, l'approche américaine qui est justement très basée sur la responsabilité de l'individu, qui est la responsabilité de ce qu'il mange et de ses actes, par rapport à l'approche latine, où on va être plus dans le partage, mais qui, in fine, conduit à des comportements qui sont meilleurs, alors que ce n'est pas pensé pour ça initialement, parce qu'en fait, il y a un effet boomerang contre-productif, qui a été vu dans la recherche. Quand on met trop la responsabilité sur l'individu, il peut se sentir un peu en panique et donc avoir des comportements déviants. En fait, c'est pour ça que le mot me dérange un peu. Parce que je trouve que c'est mettre beaucoup de responsabilité justement sur les épaules d'une personne
et laisser de côté le collectif alors qu'on est avant tout un animal social. Mais voilà, c'est juste une idée. Alors, merci beaucoup pour ce débat. Alors déjà, on voit que le terme pose question. Je dirais qu'il y a un deuxième constat qu'on a fait. Alors, petite parenthèse, dans la chaire, on a mis marketing responsable et bien-être. Donc, ça doit être le bien-être qui doit contrebalancer cette responsabilité trop lourde parfois. On a vu que le baromètre le montre clairement. La consommation responsable, ou du moins cette cohérence ou cette mise en cohérence sur un certain nombre de consommations, concerne un petit groupe de consommateurs. Et là, vu l'urgence climatique, alors sans être normatif, peut-être que si j'étais normatif, je vous poserais la question quels sont les freins, et ça c'est être normatif, comment lever les freins, peut-être comment accompagner ce changement, en sachant que là c'est plus un petit groupe, mais l'urgence climatique vient nous dire il faut que ce soit tout le monde. Donc est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est une question pour juste le consommateur? Est-ce que c'est les entreprises aussi? On a parlé des modèles d'affaires, des propositions de valeur. Du coup, comment on accompagne, j'allais dire, tous les acteurs, peut-être pour cette consommation ou vers cette consommation plus responsable. Alors, En effet, selon moi, c'est ce que je disais au tout début, c'est voir ça comme une opportunité. Par exemple, il y a plein de choses, on peut se dire... Par exemple, si on prend l'exemple de la viande, on se dit, ok, c'est pas bon pour la planète, arrêtons de manger de la viande. Du coup, on voit ce qu'on perd au lieu de voir ce qu'on pourrait gagner et découvrir des nouveaux goûts. Par exemple, je sais pas, on va faire cuisiner des lentilles d'une manière qu'on n'a jamais connue, on va découvrir des nouveaux goûts et ça va être super. Et moi, je pense qu'une des façons de réussir à avoir ce changement, c'est en voyant ça comme des opportunités, en découvrant des nouveaux goûts, en gardant le plaisir en fait, parce que la culpabilité, c'est ça en fait. On se sent coupable. Bientôt, on va manger un steak, on va se sentir coupable, on va se sentir jugé. Et c'est pas le but en fait. Le but, c'est toujours de garder le plaisir parce que surtout nous, je pense en France, parce que c'est pas vrai dans le monde entier. En France, quand on mange pour le plaisir. Quand on consomme, on le fait avec plaisir, on le fait pour le moment et pas uniquement nutritionnellement parlant, parce que sinon il y a d'autres solutions de rester en vie. Et donc, selon moi, je pense que c'est un défi des consommateurs. En fait, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Les industriels, on a notre rôle à jouer. Mais les consommateurs aussi, en fait, il faut que tout le monde soit ouvert à ce changement étape par étape et toujours dans la seule volonté de bien faire pour soi, donc le plaisir de manger et de consommer, et de bien faire pour la planète, in fine. Ouais. Par exemple, j'ai découvert il y a peu de temps un nouveau produit. Le café, c'est très mauvais aussi. On en parle moins que la viande, mais c'est quand même très, très négatif. Ça vient de loin, ça consomme beaucoup d'eau. Et à Oniris, il y a une start-up qui est en train de se lancer. Il s'appelle Arsène. Et en fait, ils utilisent du lupin au lieu du café. Et en fait, c'est dans l'idée, tu te prives plus de ta pause café. Parce que pour ceux qui n'aiment pas le thé, par exemple, remplacer le café par autre chose, c'est pas forcément facile. Et là, en fait, ils ont leur pause café, mais avec une alternative qui peut être récoltée en France, cultivée en France, qui est positive pour les sols français. Donc, en fait, les solutions, elles vont exister. Elles existent déjà pour certains produits et elles vont exister. Mais il faut être ouvert aux nouveautés. Il faut être curieux aussi, je pense. Des fois, il y a plein de choses, mais il faut réussir à les dénicher. Je vais bien prendre le relais pour... revenir sur tes propos, Béatrice. Effectivement, dans les différentes études, on voit bien qu'il y a une espèce de minorité très engagée qui se retrouve, quelle que soit l'enquête. On a à peu près 15% des Français, l'ordre de grandeur, c'est 15% des Français qui sont très vertueux dans leur quotidien, alignés, comme disait Jean-Marc, quel que soit le domaine. Et au-delà de ces 15%, on a un ventre mou, on va dire, de Français qui... tantôt irresponsable, tantôt ne l'est pas. Et on a un peu des fois du mal à comprendre cette volatilité. Et en fait, le levier qu'on peut donner aux entreprises pour massifier la consommation responsable, parce que c'est un peu le sujet, je crois, c'est de travailler sur les co-bénéfices. C'est ce que disait Gilles tout à l'heure dans son intervention. En fait, le consommateur pense à lui-même avant tout. Il faut l'accepter, le reconnaître et acter ce phénomène. Et donc, il faut finalement le séduire par... non pas forcément l'enjeu, le bénéfice social ou environnemental, mais sur la façon dont ça va l'impacter lui personnellement. Est-ce que ça va lui apporter lui pour son bien-être, hein. Et donc, je recommande l'excellent livre de Delmas et Colgan 2019 sur le sujet qui s'appelle The Green Bundle,
qui développe très bien en fait, l'idée qu'il y a 5 co-bénéfices, il y a 5 grands co-bénéfices dans une offre. Les co-bénéfices santé, donc l'exemple type c'est le bio, j'achète bio pour l'environnement mais aussi souvent pas mal pour ma santé je crois. Il y a l'enjeu économique, je consomme responsable parce que quelque part je fais des économies d'électricité par exemple parce que ça va m'alléger ma facture. Je vais choisir un logement avec une faible consommation électrique parce que ça va me coûter moins cher en chauffage. Il y a la performance, je vais choisir une offre Blablacar parce que finalement ça me permet d'aller plus vite d'un point A à un point B. Donc finalement c'est pas tant l'enjeu environnemental qui va me séduire mais c'est le fait que c'est plus pratique pour le trajet que je dois faire. Il y a un 4e co-bénéfice qui est le statut social. Ce qui peut m'intéresser dans une offre, c'est notamment pour certaines marques engagées un peu à la mode, le statut social que ça va donner à la personne qui porte les baskets, le jean ou voilà, qui conduit la voiture Tesla, enfin bref, de façon consciente ou inconsciente. Et puis il y a un dernier co-bénéfice qui est celui de l'émotion, du storytelling. On va essayer... moi j'aime bien donner l'exemple de Grain de Sale qui fabrique, c'est une entreprise bretonne, je ne sais pas si ça se vend ici beaucoup, mais... Ça cartonne en Bretagne, c'est du chocolat qui vient de je sais pas où, mais l'Amérique du Sud, voilà, où la marchandise est transportée par bateau à voile. Alors le chocolat est de qualité, donc un co-bénéfice voilà, de qualité. Et puis je pense que le consommateur est séduit par cette marque parce qu'on lui raconte une jolie histoire. Ça procure une émotion très positive. Et on a envie, on oublie un peu le prix en fait dans ces cas-là, on est prêt à payer un peu plus cher. La tablette coûte 2 fois plus cher qu'une tablette Lindt quasiment, mais on est séduit par le côté émotion. Donc ces 5 co-bénéfices à mon avis sont voilà, ce qu'il faut retenir à mon avis pour essayer de massifier, convertir plus de consommateurs vers cette consommation responsable. Alors moi je pense qu'un grand levier aussi c'est qu'on a accès à l'information. Je prends par exemple quand on sortait des 30 Glorieuses, quand je consommais mes milliards de sacs en plastique, les pailles et les bouteilles d'eau en plastique, je ne savais pas qu'en fait j'étais en train d'étouffer les océans, d'étouffer des tortues. Tout ça, on ne savait pas, en fait il y avait une barrière. Aujourd'hui, on en est conscient, on sait qu'on peut changer les choses. D'ailleurs, les sacs en plastique ont été réduits, ont été limités totalement des supermarchés, etc. On se tourne de plus en plus sur des tote bags. On a tous des tote bags. On en a qu'un, j'espère, qui nous servira toute notre vie, puisque c'est quand même une grosse fabrication en coton. Et voilà, en fait, on a accès à une information qu'on n'avait pas avant. Donc, on est plus libre de faire nos choix, de consommer comme on veut. Alors, c'est vrai qu'un frein aussi, c'est souvent le prix. Mais le prix, si on le compare par rapport à ces 30 Glorieuses, c'est... avant, on avait, je prends l'exemple des cosmétiques, on se demande pourquoi. On avait toutes nos étagères pleines de crèmes hydratantes, de shampoing, après-shampoing, le masque, le surmasque, le truc que je mets l'après-midi et le soir et le blanchiment des dents. Aujourd'hui, on se concentre plus sur avoir moins de produits, mais de meilleure qualité. Donc en fait, on achète moins, mais mieux. Je reviens à ce que vous disiez. Et ça fait aussi partie de... on sait ce qu'on met sur notre peau, on a envie de consommer des choses plus saines. Je vois qu'aux États-Unis encore, ils se mettent plus de 800 produits sur le visage qui sont controversés. Aujourd'hui, en France, on fait beaucoup plus attention et on se tourne beaucoup plus sur la transparence des marques et sur consommer librement ce qu'on a envie et par rapport aux valeurs qu'on recherche. Alors c'est vrai que... Un autre frein, ça pourrait être, par exemple, les labels. Le fait de voir une crème made in France avec du beurre de karité ou du monoeil, on se dit, je ne sais pas vraiment si ces ingrédients sont français. Je ne vous cache pas qu'ils ne sont pas français. Mais justement, c'est grâce à la transparence des marques, de plus en plus, il y a des marques qui se créent, comme celle que vous venez de citer, où ils nous disent comment sont transportés les ingrédients, si c'est fait de façon éco-responsable ou pas. Nous, grâce à notre sens logique, on peut aussi voir si un ingrédient peut être français ou pas. Et comme des petites structures se créent, elles vont être de plus en plus transparentes. Nous, par exemple, on communique beaucoup sur nos réseaux sociaux quand on va voir nos agriculteurs, le chemin qu'ils font, au laboratoire, les expériences qu'on fait, etc. C'est vraiment la transparence au sein du consommateur. Et c'est comme ça que du côté des entreprises, on va réussir à acquérir la confiance de nos utilisateurs et vice-versa aussi, que les utilisateurs puissent avoir confiance
dans ce genre d'entreprise et ce genre d'initiative. Je pense qu'il y a aussi faciliter la prise de décision des personnes, parce que c'est vrai que l'immense majorité des choix qu'on fait, on les fait de façon un peu routinière, sans trop se poser de questions. Et c'est là que peuvent intervenir les nudges, justement ces fameux coups de pouce, où on va en fait mettre une architecture de choix qui va fortement inciter les gens à préférer un choix plutôt qu'un autre, sans le contraindre pour autant. Et parmi les leviers qui jouent beaucoup, parce que là ça repose sur des biais décisionnels, des heuristiques de choix, justement, les biais qui jouent beaucoup, il y a le choix par défaut. Par défaut. Par exemple, simplement faire en sorte que quand on imprime, ce soit en recto verso par défaut, bah c'est très simple et ça a un impact. Parce que peu de gens vont choisir du coup de le faire, vont changer le choix par défaut. Donc ils vont prendre celui qui est mis en place. D'autres choses qui vont avec ça, c'est aussi la norme sociale, l'image qu'ils vont donner d'eux-mêmes autour d'eux. Donc ça rejoint un petit peu un des leviers que tu disais, Agnès. Et donc par exemple, le fait que du coup éteindre la lumière derrière soi, c'est pas être radin, comme moi je le percevais quand mon père me disait c'est pas Versailles ici, et j'avais un peu honte. Alors que maintenant, c'est bien, j'éteins la lumière, je suis éco-responsable et j'ai une image flatteuse de moi. Donc c'est aussi le regard qu'on porte sur soi, et c'est rendre la consommation, du coup, la consommation responsable, désirable. Et manger des légumineuses, non, c'est pas un truc, bon, c'est pas bon, j'aime pas, machin. C'est donner des recettes, donner des choses autour qui fassent que j'y prends plaisir, et qu'en plus, c'est valorisant pour moi de dire, vous avez vu, j'ai mangé des protéines végétales. Merci beaucoup pour tous ces exemples. Oui, une autre question qui fait le lien. Là, le baromètre a montré qu'il y avait un déficit de connaissances du côté des consommateurs. Et la question est celle-ci, est-ce que c'est une affaire de connaissance, la modification du comportement? Pour nos étudiants, est-ce que c'est le cognitif qui va permettre d'emporter sur les autres facettes de l'attitude? Quelle est l'importance de cette information? Alors, si je me réfère à un sujet que je connais bien, qui est l'alimentation et la nutrition, je vais dire que non. Parce que c'est appelé comme c'est un des paradoxes français soulignés par les Américains. Les Français sont nuls en nutrition, ne connaissent pas la composition nutritionnelle des aliments, et pourtant ils ont des comportements alimentaires qui sont plus sains que les Américains. Donc eux, ça les interroge beaucoup. Et en fait, la réponse justement par rapport à ça, et c'est pas unique, c'est toujours plus complexe que ça, mais c'est de dire que c'est aussi, on reproduit ce que font les gens autour de soi. Donc à la limite, parce que moi je trouvais que c'était pas simple les questions, et je suis pas sûre que j'aurais pu répondre à tout. Loin de là, je pense que j'aurais fait des erreurs. Et pour autant, quand on atteint une masse critique de gens qui ont entre guillemets le bon comportement, on va avoir tendance à l'adopter. Donc je pense que c'est atteindre cette masse critique. C'est pas juste de l'information. Ça joue, je dis pas qu'il n'en faut pas, mais c'est pas que ça à mon avis. Pour compléter ce que tu disais, en fait, il y a un gros sujet aujourd'hui en France sur la consommation responsable, c'est justement sur l'information, c'est comment systématiser en fait l'information rendue aux consommateurs sur l'impact, alors c'est plutôt sur l'environnement, l'impact environnemental des produits. Aujourd'hui, on a un système de labels. Certains produits sont labellisés, d'autres non, dans un rayon. Donc, on a les bons élèves et puis les autres, on n'a pas d'infos. Et en fait, on présuppose, en fait, c'est une présupposition, mais qu'il serait très vertueux que finalement, tous les produits d'un rayon soient évalués avec une simple lettre, A, B, C, D, E, comme on a déjà l'habitude de voir quand on achète un aspirateur, un lave-linge, quand on choisit un logement. On est habitué à ces étiquettes-là, énergie, etc. Et il y a beaucoup d'espoir qui est mis sur un futur dispositif, parce qu'il n'existe pas pour l'instant, ce qu'on appelle l'étiquetage environnemental ou l'affichage environnemental des produits et des services. C'est dans l'air du temps en France depuis une quinzaine d'années. On sait que ça a été réclamé au Grenelle de l'environnement en 2007. Il y a des expérimentations, les entreprises traînent des pieds. Bon, bref, ça n'aboutit pas à une réglementation obligatoire pour l'instant, mais on sait que ça devrait quand même changer les comportements. Ça voudrait dire qu'au moment où on fait les courses, on ait l'information immédiate, au moment où on fait les courses, et qu'il soit simple à comprendre. Juste une lettre, pas des mots compliqués. Et ça aurait un effet, on pense que ça aurait un effet et sur les consommateurs, mais aussi sur les entreprises, parce qu'une entreprise qui vend un pot de yaourt avec une note E,
elle va pas avoir envie de vendre un pot de yaourt avec une note haute. Donc en fait, elle va faire en sorte de s'améliorer. Et donc en fait, on l'a vu sur les étiquettes énergie pour l'électroménager. Rien que le fait d'être obligé d'afficher une note, même si le consommateur finalement, à la limite, ne systématise pas la prise en compte de cette information, bah, ça va quand même inciter les entreprises à bouger les lignes et à être de plus en plus vertueuses. Donc on mise beaucoup d'espoir sur cet affichage environnemental qui n'existe pas, mais qui pourrait peut-être un jour voir le jour si les planètes s'alignent, parce que ça coûte cher et tout le monde n'a pas envie de le faire. Mais les critères qu'il faudrait choisir, parce que par exemple on a la même chose sur le Nutri-Score et après on dit c'est la question. Justement, ça a été un gros contre-argument de dire les méthodos sont pas au point, donc il faut pas le faire. Donc on a eu notamment en fait une loi qui a été plantée là-dessus parce que les industriels ont dit les méthodos sont pas au point, donc stop. Sauf qu'aujourd'hui les méthodos sont plutôt au point. On utilise des ACV. Au niveau européen, il y a eu une grosse campagne de mise en place de standards produit par produit. De ces notes, enfin de ces méthodos en fait. Donc l'aspect méthodologique, autant il y a 10 ans on butait dessus, autant aujourd'hui je pense que c'est beaucoup plus maîtrisé, c'est les techniques d'ACV. Voilà. Merci. Sur la connaissance oui, moi je pense que ce qui est important, bah, du coup il y a de la connaissance, il y a être influencé par son entourage, mais il y a aussi quelque chose que je ne sais plus ce que je veux dire, qui est très important. Bon, bah, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre le temps que... Je pense quand même que sans information, on ne peut pas agir en toute responsabilité. Donc forcément, la connaissance, elle a sa part d'importance. Par exemple, quand tu nous parles juste de ton entreprise, bah, ça fait prendre conscience. En fait, des fois, c'est des prises de conscience toutes simples. En effet, la saisonnalité, c'est pas que les fruits et les légumes. C'est aussi dans plein d'autres choses. Bah, ça peut être vrai pour plein de choses. Donc je pense que des fois, quand on est dans le domaine, on s'en rend même plus compte parce que nous, on maîtrise forcément notre sujet. Et des fois, c'est des toutes petites informations. Enfin, à notre échelle, ça paraît petit. Et en fait, ça vient enrichir nos consommateurs, nos clients. Et ensuite, ils peuvent agir en connaissance de cause. Et je pense quand même que ça a son importance. Et on voit bien que ça a évolué. On en parlait, Jean-Marc en parlait, même dès l'école en fait. Je pense qu'avec des ateliers ludiques, c'est une façon de voir les choses. Il ne faut pas que ce soit forcément vu comme un cours qui pourrait être péjoratif, comme quelque chose pour critiquer une méthode une façon de faire. Je pense que c'est plutôt encourager vers de nouvelles actions. Par exemple, si à l'école ils font des cours de cuisine où ils remplacent je sais pas, encore une fois, la viande par d'autres choses, peut-être les enfants ils vont être trop fiers de refaire la recette à la maison et voilà, ça peut créer des nouveaux comportements. Dans votre entreprise, le fait que ce soit laitier et végétal, parce que souvent c'est ou l'un ou l'autre, on n'est pas les deux en même temps. Comment même en termes de culture, est-ce que c'est des questions qu'on se pose ou c'est acté depuis toujours? Non, c'est pas depuis toujours, puisqu'à la base, la maison Collet, c'est Monsieur Collet qui était agriculteur avec ses vaches, qui s'est mis à vendre son lait et ça a marché. Et du coup, sa femme a fait les faisselles et ça a marché. Et donc, ils ont créé la laiterie et ils ont fait les yaourts. Donc, c'est vraiment familial et c'est parti de la ferme. Maintenant, on n'est plus une ferme, on est juste une laiterie, c'est-à-dire qu'on achète le lait à des agriculteurs. Parce que Monsieur Collet est à la retraite. On est avec les fils Collet maintenant. Et ensuite, voilà, ils ont observé, parce qu'ils sont quand même tournés vers l'innovation, et en observant ce qui se passe dans le monde, on voit bien les enjeux, et donc ils se sont dit, là, il y a quelque chose à faire sur le végétal. Au début, ils ont aussi eu des clients, des sous-traitants, on est sous-traitants, on fait beaucoup de sous-traitance, pas que pour nos marques, et des clients sont venus nous chercher pour faire du végétal, alors qu'on faisait que du laitier. Et en fait, là, c'est très vite tourné vers faire une nouvelle usine pour ne pas avoir l'allergène sur le site, pour avoir quelque chose vraiment de spécialisé. Donc c'est vraiment venu aussi grâce aux besoins. C'est entre les clients qui sont venus chercher un besoin et la volonté de l'entreprise d'évoluer et d'aller dans une certaine direction. Alors oui, du coup, je rebondis, parce que déjà, ça m'est revenu et parce que ça fait un beau lien. C'est important d'avoir le choix aussi, puisque, par exemple, si on veut se tourner vers un comportement éco-responsable, on nous dit « arrêtez la viande », très bien. Mais on fait quoi? On mange quoi? Et c'est ça aussi, l'accompagnement. Pareil, il faut qu'on réduise les produits laitiers, etc. Mais du coup, ce genre d'entreprise, on fait quoi?
Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir le choix, de savoir rebondir, évoluer avec du coup les nouvelles tendances. Et si on a tous le choix de polluer ou pas, au même prix, je pense qu'on va tous choisir de ne pas polluer. Donc c'est là aussi, dès qu'on a le choix, on va faire on va dire les bons comportements, ou en tout cas ce qui sera meilleur pour nous, nos générations futures et l'environnement. Merci. Alors, nous sommes un certain nombre à être soit chercheurs en marketing, enseignants. Il y a des étudiants, évidemment, de la mention marketing-vente, d'autres de la mention management, mais qui sont aussi tournés vers ces problématiques de commerce et distribution. Et donc, du coup, la question, c'est un peu quelle est la place ou quel est le rôle du marketing ? Comment accompagner vers cette consommation plus responsable ? Voilà, quel écho, quelle action commerciale ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on arrête d'enseigner ou qu'on enseigne différemment ? Il y a parfois des promotions plutôt axées sur les volumes. Est-ce que c'est compatible avec cette consommation responsable ? Il y a aussi, des seuils de rentabilité dans les usines, des volumes de production qu'il faut atteindre. Donc, comment peut-être concevoir en fait le rôle et la place du marketing ? Alors, pour moi, le marketing, ça a clairement un rôle essentiel, puisque c'est par là qu'on transmet l'information. Alors, on a tous entendu parler de greenwashing, oui, mais de plus en plus, on peut voir la transparence des marques, ce qu'elles nous montrent, du coup, ce qui se passe réellement. Donc, grâce aux labels, grâce aux réglementations qui sont mises en place, on se fait de moins en moins leurrer par le greenwashing. Après, il y a beaucoup de mots qui ont commencé à perdre leur sens, comme naturel, peut-être le bio, qui peut avoir un sens dans un pays, mais un autre dans un autre. Donc voilà, de plus en plus, les réglementations se serrent et on va être de moins en moins confronté du coup à tout ce qui est greenwashing. Donc le marketing, c'est un rôle essentiel. Après, le marketing de la transparence aussi. Si une entreprise se dit vertueuse, mais vous allez voir qu'ils distribuent 1000 flyers à la sortie de la fac. Je pense que vous n'avez pas tous un classeur avec tous les flyers que vous avez reçus cette année. Donc, au final, c'est quelque chose qui ne touche plus les flyers. En fait, maintenant, on a une nouvelle façon de faire du marketing. Je pense notamment grâce au marketing digital. Il y a eu pas mal de chiffres qui sont sortis, notamment un post Instagram va polluer beaucoup moins qu'une séance de flying. Voilà, donc il y a beaucoup de méthodes marketing qui sont mises en place pour nous montrer du coup qu'une entreprise peut être vertueuse et aussi voir le genre de produit qu'elle nous propose, puisque si c'est une entreprise qui se dit verte à tous les niveaux, qui fait du marketing vert, mais qui va investir chez Total ou qui va du coup avoir des comportements qui ne sont pas forcément éco-responsables, là on va s'en rendre compte aussi et ça va créer une dissonance. Donc voilà, de plus en plus grâce au marketing, nous en tant que consommateurs, utilisateurs, on va savoir déterminer le bon du mauvais et ce qui nous correspond de ce qui ne nous correspond pas. Moi j'ai moins de choses à dire que mes collègues sur les pratiques. En tout cas en marketing il faut transformer les enseignements, je pense que c'est clair. Il faut transformer les façons de faire. Je pense que le principal rôle du marketing c'est d'arriver à innover sur des nouveaux produits qui soient plus éco-responsables, avec quand même la réalité des entreprises, donc il faut essayer, j'imagine, je me mets à votre place, je me dis on a sans doute envie de faire beaucoup, mais il y a la réalité qui nous rattrape, donc je pense qu'il faut faire un compromis entre ce qu'on peut lire et ce qu'on a envie de faire, aller vers beaucoup d'éco-conception, de nouveaux produits qui soient moins impactants, et puis ça va peut-être pas aussi vite que ce qu'on espère, mais en tout cas je pense que le rôle du marketing c'est de transformer l'offre. Voilà. C'est ce que j'allais dire en fait. Je pense que le marketing, il est là aussi pour aider les industriels à comprendre le besoin, parce que ça fait le lien entre le consommateur et le client. Et moi, par exemple, en R&D, je suis là pour créer les produits, mais j'ai besoin qu'on me guide, en fait, qu'on me dise c'est quoi les attentes, et pas créer forcément des nouvelles attentes qui vont justement créer des consommations qui seraient peut-être pas nécessaires. Donc c'est aussi comprendre vraiment ça. Et pour moi, le marketing, dans l'autre sens, il a le rôle de justement montrer, présenter, mettre en avant ce que fait l'entreprise. Parce que les entreprises, elles font leur mieux. Enfin, je pense que tout le monde a envie de bien faire maintenant. Donc, en fait, on fait déjà tous beaucoup de choses. Par exemple, mon entreprise, on a des panneaux solaires sur tous les toits.
Et aujourd'hui, personne ne le sait, parce que ça n'a pas encore été diffusé et c'est des choses qui vont faire partie des informations. Je pense que ça peut changer pour certains consommateurs de savoir, bah voilà, c'est une entreprise où les commerciaux se déplacent dans des voitures électriques, l'électricité, elle vient du toit parce qu'on a des panneaux solaires, bah voilà, ça fait plus sens que simplement c'est un yaourt parmi tous les yaourts du rayon yaourt qui est immense. C'est des questions sur lesquelles je travaille, effectivement, les pratiques du marketing responsable. Et ce qui est déjà intéressant, c'est quand on regarde, selon une perspective historique, l'apparition du marketing, c'était vu comme très vertueux, en fait. C'était l'arrivée de l'humain dans l'entreprise où, finalement, une entreprise produisait ce qu'elle savait faire et ce qu'elle avait envie de faire, sans se soucier de ce dont les gens avaient besoin et leurs vraies attentes. Donc quand le marketing est arrivé au 19e siècle, c'était vu très positivement. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit c'est du marketing, en général, ce n'est pas un compliment. Et en fait, je pense que ce n'est pas le marketing qui est vertueux ou pas vertueux, c'est les pratiques derrière. Et il y en a qui ne l'ont pas été du tout. Enfin, moi, j'ai travaillé dans le secteur marketing à une période où, effectivement, il y avait une tendance à l'hypersegmentation pour augmenter la taille de la gamme, la visibilité en magasin, etc. Et donc ça incitait d'une certaine façon à la surconsommation. Donc il faut une réflexivité. Et la définition du marketing de l'AFM, d'ailleurs, elle a évolué en intégrant, c'est pas juste un échange marchand, une création de valeur pour une entreprise et pour un client, c'est l'ensemble des parties prenantes. Donc ça prend en compte les externalités négatives, ce qu'on ne regardait pas du tout avant. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus audible de dire, comme ça pouvait être le cas quand moi je travaillais dans l'agroalimentaire, de dire « Ah, mais les gens, ils préfèrent le sucre, donc je mets beaucoup de sucre dans mon produit ». Enfin, ok, d'accord, mais en même temps, on va transformer le goût des gens, on va faire en sorte qu'ils voudront encore plus de sucre, et à terme, on va nuire à leur santé. Donc ça, c'est plus possible. Et je pense que c'est pareil pour l'environnement. Mais je pense que le marketing est encore plus difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'injonctions contradictoires, y compris de la part des consommateurs, qui veulent en même temps des choses très pratiques, qui veulent des choses en portions individuelles, donc plein de choses qui vont à l'encontre de ce qu'on pourrait avoir envie de mettre en place en tant que marketeur, et finalement on n'a pas toujours le loisir de faire. Par exemple, le consommateur, quand on lui pose des questions, parce que c'est normal, les services marketing, enfin nous, notre service marketing pose beaucoup de questions aux consommateurs, histoire d'être sûr avant de lancer un produit. Bon, les réponses, c'est souvent oui. Est-ce que tu veux un produit français? Oui. Les fruits, il faut qu'ils soient français? Oui. De saison? Oui. Et du coup, tu veux de la fraise en hiver? C'est non. Voilà. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est compliqué à changer nos modes de vie. Et là, je voyais, il y a peu de temps, il me semble que c'est Intermarché qui a décidé de carrément arrêter de vendre des fraises et certains autres fruits rouges cet hiver. Donc, moi, je dis bravo à eux parce que clairement, ceux qui voudront des fraises, ils n'iront pas chez Intermarché. Donc, ils vont peut-être perdre des consommateurs. Mais à l'inverse, je pense qu'ils vont responsabiliser les personnes. Et oui, cet hiver, on mangera des pommes et des poires. Et je pense que c'est des petites actions comme ça qui peuvent nous aider à devenir plus responsables. Mais là, cette fois-ci, souvent, on parle du consommateur et on parle des industriels. Et on oublie un peu ce qui se passe entre les deux. C'est le distributeur. Et c'est le distributeur qui, finalement, c'est avec lui qu'on travaille tous. C'est-à-dire que quand on est consommateur, simple consommateur, parce qu'on l'est tous, on va au supermarché ou au marché. Et quand on est industriel, on ne travaille pas avec notre consommateur final, on travaille avec le distributeur. Et donc c'est lui qu'on doit d'abord convaincre, séduire, avant d'accéder au consommateur. Et je pense que là, pour le coup, ils ont fait une action très forte et qui ne sont pas nombreux à faire dans ce sens-là. On avait d'autres questions, mais en même temps, là, vous avez lancé sur les consommateurs, les distributeurs. Donc, on est sûr d'avoir des questions dans la salle. Et puis, on a aussi un souci un peu de timing. Est-ce qu'on passe la question à la salle? Tant pis, on a d'autres questions, on reviendra pour vous les poser. Mais je crois qu'on a un peu ce problème de timing, Marie-Christine. Hein, donc, on écoute un peu les questions de la salle pour pas prendre. Et sinon, on vous relancera sur les autres questions. Questions à la salle ou dans le chat par les questions et réponses. Oui, Jean-Marie. Merci. Alors ma question s'adresse plutôt à Agnès Lecomte. Tout à l'heure, vous avez expliqué que pour définir la consommation responsable, vous avez fait la différence entre consommer moins et consommer mieux. Je me demande s'il ne faut pas faire une hiérarchie entre les deux. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord consommer moins
avant de consommer mieux, compte tenu des enjeux? Qu'est-ce que le marketing peut faire pour inciter les gens à consommer moins? Et ensuite, vous avez pris comme exemple de consommer moins la seconde main. Or, il me semble que les gens qui achètent la seconde main achètent davantage parce que c'est moins cher, ce qui renvoie d'ailleurs au résultat qu'a présenté Jean-Marc tout à l'heure. Et donc, est-ce que finalement, consommer mieux, entre guillemets, notamment la seconde main, est-ce que ce n'est pas antinomique avec consommer moins? Il faut que je me rappelle de tout ce qui a été dit. Alors, la hiérarchie entre le moins et le mieux, on sait qu'on devrait normalement, si on respecte les accords de Paris, arriver à 2 tonnes de carbone par an par consommateur d'ici quelques années. Donc le consommer mieux va probablement, le consommer moins va probablement effectivement devenir une injonction. Enfin, c'est possible en tout cas. Il y a quelques années, c'était beaucoup moins prégnant dans les études, et là, on voit que ça devient une prise de conscience. Alors, hiérarchie, chacun se fait sa hiérarchie. Hein. Moi, je suis pas là pour dire qu'est-ce que moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sobriété, c'est le sujet de demain. Ça, c'est une certitude. Ensuite, il y avait une question sur la seconde main. Donc, l'effet rebond de la seconde main, il a été démontré, effectivement. La seconde main, ça incite, notamment sur les vestimentaires, à surconsommer, mais en même temps, ça reste quand même une... alors, c'est clair qu'il y a cet effet rebond, mais... alors, je ne suis pas experte de la seconde main, mais ça reste quand même un levier pour extraire moins de ressources neuves quand on achète un produit. Donc, ça reste quand même une voie à recommander quand on achète un téléphone, quand on achète des vêtements, de passer par la seconde main et de ne pas acheter du neuf systématique. Donc, il ne faut pas... Oui, il y a un effet rebond, mais ça ne veut pas dire que la seconde main, c'est à écarter. Ça reste quand même évidemment une solution qu'il va falloir plébisciter, mettre en avant. Il y avait quoi d'autre comme remarque Comment le marketing peut-il inciter à moins consommer? Alors, comment est-ce que le marketing aide à consommer moins? Alors, j'ai des collègues très brillants qui travaillent sur le démarketing, qui est un sujet assez nouveau, un peu polémique peut-être des fois. Voilà, quelques entreprises qui finalement dans leur communication vont inciter à déconsommer, ça reste très marginal. Voilà, il y a le cas de Patagonia qui a fait une pub sur n'achetez pas cette veste. Il y a une marque de vestimentaire, c'est Loom si je ne dis pas de bêtises, qui est aussi un petit peu sur ce positionnement-là. Alors ça reste des pratiques encore assez rarissimes, faut être honnête. Par contre, moi, je travaille à titre personnel sur un autre sujet. C'est plutôt non pas les entreprises, mais peut-être les pouvoirs publics qui vont à un moment donné devoir intervenir sur le consommer moins et le consommer moins d'eau, par exemple. Ça existe déjà. Comment on fait quand il y a une période de sécheresse? Des fois, quand il y a une période de sécheresse, votre département, votre mairie va vous dire voilà, il n'y a plus d'eau entre 14 et 17 heures au robinet, il va falloir s'y faire. Et là, c'est pas le vendeur d'eau qui va réduire l'offre, c'est vraiment les pouvoirs publics qui, dans certains cas extrêmes, va réglementer et va imposer quelque part une sobriété. Et voilà, c'est des sujets très passionnants qui sont assez difficiles parce qu'il y a une acceptabilité un peu difficile du consommateur. Le consommateur n'est pas prêt à accepter n'importe quelle restriction. Les gilets jaunes ont bien montré qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il va falloir y aller avec prudence et tenir compte de l'équité sociale, etc. Donc voilà, moi je ne suis pas encore capable de vous donner beaucoup de résultats sur ces sujets-là parce que je vais attaquer un projet de recherche là-dessus, mais pour moi le consommer moins, il va quand même beaucoup passer par les pouvoirs publics. Au niveau européen, français, local. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Je suis étudiant en management de la distribution, en alternance chez la coopérative U. Et donc, ma question, ce serait de savoir quelles actions concrètes on peut mettre en place
en tant que distributeur pour promouvoir envers le consommateur cette consommation responsable, en prenant en compte deux facteurs qui nous impactent violemment en distribution, qui sont premièrement l'inflation alimentaire et donc la baisse du pouvoir d'achat de nos consommateurs, et deuxièmement notre rentabilité, parce que vous prenez par exemple Intermarché, mais donc il y a vraiment un gros manque à gagner avec ce genre d'opération qui en effet était une opération marketing, mais qui représente un gros manque à gagner en termes de rentabilité pour nous. C'est une bonne question. Je pense qu'il faut réussir à mettre en avant les entreprises et les produits qui font sens. Donc après, ça, c'est toujours le même défi. C'est aux entreprises de venir avec des produits qui peuvent vous convaincre, vous, les distributeurs, pour ensuite trouver les clients. Par exemple, je vais parler de mon entreprise, c'est beaucoup plus simple. Nous, on vend un produit qui est local. Donc après, on va toujours se retrouver en concurrence avec les gros groupes qui vont faire moins cher, parce qu'on n'est pas sur le même produit, on est plus premium. Maintenant, on a tenté, nous, notre entreprise, il y a 2 ans, 1 an, il y a 1 an, on a fait une grosse baisse de prix. On a revu tout le projet, tout le mix marketing a été revu, dont le prix, pour justement répondre à cet enjeu d'inflation. Et après, du coup, il faut, je pense, réussir à soutenir les petites entreprises pour proposer ensuite aux consommateurs un choix, parce que c'est ce qu'on disait, quand on a le choix, c'est mieux, je pense. Et si en rayon, on a plein de produits locaux, plein de produits qui offrent des solutions différentes, alors le consommateur il pourra s'orienter vers ce qui fait plus sens pour lui. Je sais pas, ça répond à ta question. Après, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'il faut forcément arrêter tous les fruits rouges en hiver, mais peut-être faire aussi juste des rayons des fois. Tu vois, on parlait un peu de l'éducation, de l'information. Je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant des légumes de saison à chaque fois ou des produits régionaux. Vous en avez parlé dans les projets qui ont été vus aujourd'hui en design thinking. Je pense que, tu vois, je sais que Grand Frère réussit à bien le faire, ça, à mettre un peu une sorte de petite étiquette pour dire ce produit-là, il est de la région, ou ce produit-là, il est vraiment du moment, c'est récolté en ce moment dans telle région de France. Je pense que ça peut attirer l'œil, attirer le consommateur et le sensibiliser. Je dis juste un mot rapide. Je n'ai pas forcément la réponse à la question posée. C'est juste pour dire, je fais partie d'une chaire sur l'alimentation durable. Et en tout cas, les études sont très claires sur les attentes sur le local de la part du consommateur. Toujours plus, en fait. C'est une tendance lourde de ces dernières années. Et peut-être même sur l'hyper-local, c'est-à-dire le local, peut-être rayon de 15 km, 50 km autour de mon magasin. Donc je pense que c'est difficile d'aller convaincre tous les consommateurs en période d'inflation, vous l'avez bien dit, hein, ça ne va pas être facile, mais en tout cas, les consommateurs sont très sensibles au local, peut-être trop d'ailleurs par rapport à ce que ça représente en termes d'impact environnemental. On sait très bien que le lieu de production d'un produit, ce n'est pas le facteur déterminant de son impact carbone, hein, loin de là. Mais en tout cas, il y a une grosse attente là-dessus. Donc peut-être que ça peut permettre d'aligner des attentes consommateurs et des intérêts de votre entreprise. Je ne sais pas. Alors moi, du coup, je vais dissocier tes deux questions. Au niveau de comment vous pouvez faire, on va dire, une transition plus éco-responsable, ce serait sur le choix des produits, puisque... nous, par exemple, on est une marque montpelliéraine, nos agriculteurs, ils sont montpelliérains, c'est vraiment local. Et pourtant, quand on va démarcher des grandes surfaces, on a essayé, ils ne nous regardent même pas. En fait, tant qu'on n'est pas de la moutarde ou un truc hyper demandé ou en rupture de stock, ça va être... non, en fait. Et du coup, ils vont préférer vendre du Nivea, on va dire même des marques peut-être un peu qui se disent plus éco-responsables, DOP, etc. Ils vont préférer ça à vraiment du local. Donc voilà, ce serait plutôt sur le choix des produits. Après, je comprends qu'il y ait un problème de rentabilité, etc. Et là, je rejoins la prochaine question que tu as posée aussi. Ce serait comment arriver à être rentable. Alors, c'est peut-être un peu utopique, mais peut-être si tout le monde se mettait à ne pas vendre de fraises en hiver, ce serait peut-être un début au changement. Commencer à
à s'allier en fait pour avoir une consommation plus responsable et proposer des produits qui sont tout aussi bien, mais qui rentrent mieux dans la saisonnalité ou dans le monde, dans le prochain monde, quoi. Je fais ma prof de marketing. Ça s'appelle le choice editing, si vous voulez creuser sur le sujet. Je rechercherai aussi. Il y a aussi un challenge de marketing et de communication. Hein. C'est que les enseignes de distribution, lorsqu'elles font des efforts pour protéger l'environnement, eh bien, elles se font très vite taxer de greenwashing et elles ont beaucoup de mal à communiquer leurs opérations qui sont quand même dans une bonne direction. Et souvent, elles ne le font pas parce qu'elles ont tellement peur de susciter la réaction inverse des consommateurs. Alors là, en termes de marketing et de communication, c'est un vrai challenge. On attribue souvent une image négative aux distributeurs et donc ça rend très complexe cette idée de montrer leur bonne foi, en tout cas les pas qu'elles font en avant, et on voit les enseignes avancent toutes pratiquement dans cette direction quand même, on le perçoit dans les décisions. Je ne sais pas si vous avez des suggestions ou des réponses. Alors, nous, on est totalement confrontés, on va dire, et même avec les nouvelles générations, puisque mon alternante a décidé de créer un compte TikTok. Alors forcément, une marque montpelliéraine avec des ingrédients réellement français, de saison, vegan, on a énormément de commentaires. Greenwashing, ça peut pas exister, encore une marque française qui se crée. Et en fait, c'est comme si on se faisait attaquer directement, alors que sur toutes nos vidéos, on montre nos agriculteurs, on montre les produits. Même, vous pouvez aller voir sur ChatGPT, copier-coller tous nos ingrédients. Ils sont vegan, naturels. Enfin, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on prouve qu'on est clean. Et pourtant, à un mot, à une vidéo, ça va faire une vague de greenwashing, de mots qui, au final, deviennent à la mode. Et peut-être c'est là que j'ai rejoint, ça m'a surpris quand j'ai vu que les générations plus jeunes étaient réticentes à ça. Mais en fait, oui, ça se retrouve même sur notre compte TikTok. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour, je pense qu'on peut applaudir toutes les intervenantes pour cette conférence passionnante. Alors malheureusement, on est obligé d'arrêter là, le temps est compté. Je vous invite à discuter encore, j'allais dire à la pause, non, au cocktail, après, avec les intervenantes. Donc vous êtes tous bien sûr cordialement invités. Avant de passer au cocktail, je voudrais quand même sincèrement remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser la conférence, les doctorants et jeunes docteurs, donc Oussama Nachid, Virginie, je cite vos prénoms, Ludivine et Valentin. Je voudrais remercier également Julie Cour du LABEX qui a géré les déplacements des intervenants. Et également toutes les personnes qui ont rediffusé les invitations et notamment le service communication de MoMA. Ça a été rediffusé également aux intervenants. Donc merci à tout le monde et merci à vous tous pour votre participation et les questions qui étaient passionnantes.